Un des plus gros problèmes que j'avais quand je gérais le marketing d'un e-commerce qui générait plusieurs dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, c'était de savoir si j'allais dans la bonne direction. Et à côté de ça, tout le monde essayait de me vendre plein de choses, tout le monde m'envoyait des paillettes, et pour autant, face à la stratégie, j'étais vraiment seul. Le gros problème de cette zone de flou, c'est que généralement, on ne sait pas à quel sein se vouer, on aimerait bien être rassuré, et pour autant, on avance petit à petit, et parfois on fait des erreurs. Pourtant, c'est hyper important de savoir qu'on va dans la bonne direction, ou en tout cas qu'on a la bonne stratégie pour y aller, parce que c'est comme ça qu'on arrive à aller de plus en plus loin en termes de chiffre d'affaires, de rentabilité, d'augmentation de la base client, bref, quel que soit l'objectif, on a besoin de trouver la bonne stratégie, de s'y tenir et de s'adapter en cas de problème. Et ces problèmes, c'est d'autant plus douloureux quand on est dans des phases de stagnation, quand on a du mal à voir de quoi demain sera fait et qu'on ne sait pas vraiment dans quelle direction aller, on est parfois à un croisement, on ne sait pas s'il faut aller à gauche, à droite. Et cette zone de flou, elle arrive à certains paliers de chiffre d'affaires, à certains paliers de maturité du marketing digital, et c'est dans ces moments-là justement où il faut se décider de la bonne manière, avec la bonne prise de décision, la bonne méthode, pour être sûr d'aller dans la bonne direction. Dans cette vidéo, je vais vous partager la méthode que j'ai appliquée dans mon entreprise précédente et qu'on a répliquée pour plus de 50 clients, qui permet justement de prendre en photo l'existant et surtout de se voir avancer dans la bonne direction. Cette méthode, je préfère prévenir tout de suite, elle est plus compliquée que ce que vous allez voir généralement sur LinkedIn ou YouTube avec des vendeurs de rêves qui vous font croire que c'est facile, qu'il suffit de cocher une case dans Google Ads. Nous, la méthode qu'on applique avec mon agence, c'est une méthode qui est dite holistique, c'est-à-dire qu'on prend en compte aussi bien l'acquisition, la fidélisation, la stratégie, la finance, le CRO, bref. Cette méthode, elle est plus compliquée, ça prend en compte énormément d'éléments, c'est pour ça qu'on dit que c'est une méthode qui est holistique, c'est pas fait pour tout le monde. C'est la méthode qui est nécessaire pour casser les différents plateaux, les différents plafonds qu'on va atteindre petit à petit avec sa marque e-commerce, et les plateaux, ils peuvent se situer aussi bien à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel qu'à 50, à 100 millions, bref. Vous noterez bien qu'à chaque fois, il y a le prochain plateau, le prochain plafond à casser, et cette méthode-là, elle vous permet vraiment d'identifier quelle est votre contrainte actuelle, sur quoi vous devez travailler et surtout qu'est-ce qui va vous débloquer et vous rendre plus serein aussi dans l'accomplissement de vos objectifs. Ce que je vous garantis avec cette méthode, c'est de l'organisation, de la clarté et surtout une lucidité qui va vous permettre d'être serein face à vos prises de décision. Et si vous attendez juste un remède miracle qui va vous permettre de faire x2 en rentabilité ou x2 en chiffre d'affaires, désolé, ce ne sera pas la bonne vidéo malheureusement, et je doute même qu'on puisse y arriver facilement. Parce que si c'était aussi simple, si c'était juste un hack, je pense que vous l'auriez déjà trouvé, et généralement la cause de cette stagnation, elle est plus profonde, elle est plus douloureuse, et c'est là où la méthode, elle va permettre de mettre en avant ce sur quoi il faut travailler. Si vous me découvrez avec cette vidéo et que vous vous demandez en quoi je suis légitime pour vous parler de tout ça, j'ai passé quelques années à scaler la marque qui s'appelle Tikamoon. Je l'ai amené de 2 à plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en digital, et depuis 4 ans avec mon agence Make Sense for Digital, on a répliqué la même méthode pour plus de 50 clients. Cette méthode, on l'a utilisée aussi bien sur des startups que sur des grands groupes qui pouvaient parfois aller jusqu'à 400-450 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Ce sujet, j'en parle régulièrement aussi sur LinkedIn, où j'ai eu le plaisir d'être top voice, donc reconnu en tant qu'expert retail par la rédaction LinkedIn, et il m'arrive fréquemment de donner des conférences privées, surtout dans des grands groupes, pour parler de ce sujet-là. Mais tout ça, c'est du déclaratif, c'est quand même mieux quand il y a des personnes comme Aude de chez Verbaudet qui nous laissent un avis, ou encore quand vous voyez ce que nous dit Léminie Monde, avec qui on bosse depuis plus de 2 ans. Si on rembobine un tout petit peu, quand je suis arrivé en 2012 chez Tikamoon, j'étais un bon boy scout, je sortais d'école de commerce et j'avais plein d'idées, plein la tête, mais pour autant, le monde réel, il est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut voir dans des posts LinkedIn. Le monde réel, il est beaucoup plus cruel et il est beaucoup plus difficile. Le gros problème, c'est que les gens passent 80% du temps à aller sur des hacks, sur des nouveautés, sur des objets brillants, comme on peut dire, et seulement 20% sur les fondamentaux. Déjà, la première chose à retenir de cette vidéo, c'est que si vous êtes concerné par ce problème-là et que dès qu'il y a une nouveauté qui sort, vous êtes tout excité, changez de paradigme et déjà passez 80% du temps sur les fondamentaux. Le retour sur investissement, il est déjà bien meilleur. Et ça, je l'ai appris à mes dépens justement, parce que entre 2012 et 2020, le monde du digital, il a énormément changé. Dès qu'on allait au salon à Monaco ou à Biarritz, il se passait des choses, il y avait des nouvelles technologies qui arrivaient, il y avait des choses qui étaient prêtes à venir nous manger notre temps, notre budget marketing pour un retour sur investissement qui avait l'air très beau sur le papier quand on est en avant-vente et très médiocre pour le coup quand c'est mis en place. L'univers de la start-up ou en tout cas de la PME, il est assez agile, on fait plein de tests, pas forcément toujours cadrés, et dès qu'on fait un pas de côté, dès qu'on cadre pas un test, justement, on se prend les pieds dans le tapis. Et je pense que ça nous est arrivé à tous d'avoir l'intuition que quelque chose va marcher et pour autant se prendre royalement les pieds dans le tapis et le regretter après parce que l'énergie, le budget, la charge mentale auraient été
mieux placé à un autre endroit. Et avant de couper la rétrospective justement sur mes années entre 2012 et 2020 et d'arriver vraiment à la méthode dont je veux vous parler aujourd'hui, il y a un point justement qui m'a fait réaliser à quel point les silos ça pouvait être dangereux. C'est que au départ j'étais tout seul à la gestion du marketing et après j'ai eu la charge de créer une équipe, et c'était pas là le premier problème, parce que l'équipe, quand elle est courte, tout se passe bien, on reste agile, il n'y a pas de problème. Le problème c'est quand on commence à vouloir spécialiser les gens, donc quand on commence à vouloir avoir quelqu'un sur l'acquisition, que ce soit payante ou organique, qu'on veut avoir quelqu'un sur l'UX, donc l'optimisation du site web, et le CRO, donc l'optimisation du taux de conversion, et quelqu'un par exemple sur CRM, donc tout ce qui va toucher à la fidélisation et la conversion des prospects. En fait on se rend vite compte qu'il y a un chaînon manquant dans tout ça. Ce chaînon manquant, il est partie intégrante de la méthode qui permet de maximiser les résultats qu'on va avoir sur l'acquisition, sur la conversion et sur la fidélisation. Le framework dont on a besoin pour faire marcher tout ça, ça tient pas tant à la structure de l'équipe qu'à son organisation. Et c'est en réalisant ça justement que j'en suis venu à créer la méthode des 6 piliers du e-commerce rentable. C'est ce qui est aujourd'hui au cœur de ma démarche et ce qui a complètement changé les choses quand j'étais directeur marketing. Aujourd'hui, l'idée avec les 6 piliers, ça va être de pouvoir comprendre, analyser et restructurer potentiellement n'importe quel business e-commerce en moins de 30 jours en se basant justement sur des éléments qui sont objectifs et qui ne sont pas du coup liés à la moindre intuition, la moindre subjectivité que les gens peuvent avoir parce qu'ils ont lu ceci ou cela à droite à gauche. Et c'est vrai que ça fait parfois sourire quand on se dit ok, bah en fait en un mois ou deux on peut complètement changer la face d'un business. En fait le problème généralement c'est qu'on ne s'attaque pas aux causes racines, on s'attaque à des conséquences et donc on ne répare pas correctement la machine, on continue de mettre une rustine sur un pneu au lieu de changer la chambre à air. Et le problème généralement il est lié à plusieurs causes et c'est ça qu'on va venir mettre en lumière, c'est ça qu'on va venir découvrir en faisant abstraction justement de la subjectivité et en se basant concrètement sur ce qui est fait et en réalignant l'entreprise avec ses objectifs marketing, mais aussi en faisant en sorte que les objectifs marketing soient traduits correctement, mais aussi au sein des 6 piliers justement qu'on va voir ensemble. Donc si on fait un zoom justement sur ces fameux 6 piliers, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, le fondamental, ça va être la stratégie. Si on n'a pas de stratégie, le reste ne sert à rien, on est purement dans la gestion courante. On va reparler ensuite des 3 niveaux de gestion après. La stratégie, c'est ce qui va catalyser tout le reste. Donc on a la stratégie et ensuite on va avoir les deux principaux types d'acquisition. On va avoir l'acquisition payante d'un côté et l'acquisition organique de l'autre, que beaucoup appellent encore le SEO, mais il y a aussi la brique réseaux sociaux qui va être dedans, par exemple en organique. Ensuite, on a le CRO, l'optimisation du taux de conversion du site web, le CRM, donc la gestion de la relation client, mais au sens marketing du terme, donc qu'est-ce que vous faites avec vos prospects, vos clients. Plus globalement, aujourd'hui, on a tendance à appeler ça l'emailing, même si c'est un peu réducteur. Et enfin, on a la creative stratégie, donc la stratégie créa, qui va pas seulement se décliner sur Facebook Ads, comme beaucoup le font encore aujourd'hui. La creative stratégie, ça se décline vraiment sur tous les autres canaux, donc en fait aussi bien sur vos landing pages que dans votre emailing. La créa, ça doit être au centre de vos préoccupations et pas juste pour faire des tests sur Facebook Ads. Et donc qu'est-ce qui est intéressant dans ce dessin des 6 piliers? En fait, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont tous interconnectés. Il y a des interconnexions entre le CRO, le CRM, des interconnexions entre le SEO, le SEA, évidemment, donc la publicité payante. Et un des problèmes qui empêche cette machinerie de bien tourner, ça va être ce qu'on appelle les expertises monocanales. Les expertises monocanales, ça a eu énormément le vent en poupe ces dernières années avec des gens qui vous disent oui, mais nous, il faut être absolument spécialiste de Google Ads, il faut être très spécialiste sur Meta Ads et ainsi de suite. Le problème de tout ça, c'est qu'en fait, c'est pas tant les leviers individuellement qui vont être importants. Ce qui va être important, c'est comment ça marche entre eux. En fait, on parle d'un écosystème et pas juste de plusieurs systèmes juxtaposés. Et donc, pourquoi c'est intéressant de raisonner en écosystème? En fait, ce qu'on voit, c'est que au sein de chacun des piliers, il va y avoir des phénomènes de marché qui vont créer des perturbations dans la force. Je donne un exemple. Sur la partie publicité payante, on a certaines industries qui ont eu des hausses de coûts de plus de 50% d'après une étude du JDN. Et donc ça va venir créer un bouleversement, par exemple, dans le trafic, où au final, même avec le même taux de conversion, comme vous avez besoin de plus d'argent pour aller chercher plus de trafic, votre rentabilité, elle est dégradée. Si on prend un autre exemple avec la brique CRM, sur qui repose la brique de fidélisation, et pour autant, on a une étude de ServiceNow de 2024 qui nous montre que 76% des consommateurs se déclarent moins enclins à être fidèles à une marque, et c'est un chiffre qui est le même depuis plus de 2 ans, donc c'est-à-dire que la fidélisation des consommateurs diminue. Et si vous prenez les deux éléments séparément, la hausse des coûts d'acquisition d'un côté et la baisse de la fidélisation de l'autre, vous vous rendez compte que si vous faites pas attention justement aux interconnexions qu'il peut y avoir, vous risquez de payer la double peine parce que d'un côté, votre trafic et donc l'acquisition pure va être plus cher, moins rentable, et en même temps, tout le monde compte de plus en plus sur la fidélisation pour venir amortir ses coûts, et on voit que la fidélisation baisse. Donc en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a besoin de personnes qui vont être capables d'avoir cette vision d'ensemble,
cette vue holistique, comme on dit. Et c'est là qu'on vient coupler la méthode des 6 piliers avec le concept du T-shaped marketer. Un T-shaped marketer, c'est quoi? C'est globalement la forme d'un T, qu'on voit juste ici. Et donc, vous avez cette barre horizontale du T avec toutes les différentes expertises nécessaires en marketing digital. On va retrouver par exemple nos 6 piliers. Pour autant, la personne, elle va avoir une expertise profonde sur un des domaines. Plus le domaine va être technique, plus la spécialisation peut être forte, évidemment. Ce qui va nous intéresser dans le fait d'avoir des équipes projets qui sont complètement T-shaped, c'est que les personnes vont parler le même langage parce qu'on a ce socle commun qui fait que même quelqu'un qui est un pur produit Google Ads, mais en fait, il va comprendre tout ce qui se passe du côté du CRM, par exemple, et que s'il ramène des leads de mauvaise qualité sur le site, ça va avoir des impacts négatifs du côté du CRM. Et que, autre exemple, si on est par exemple sur des cycles d'achat qui sont longs, en fait, l'acquisition, elle va avoir besoin du CRM pour mieux convertir les prospects, que ce soit avec des séquences d'emails de welcome, d'abandon panier ou autre. Et donc, le CRM va venir appuyer l'acquisition. Et si on n'a pas cette brique CRM, l'acquisition va en pâtir et va être moins rentable. Donc, l'objectif d'avoir une équipe T-shape, justement, c'est ce qui fait qu'on va avoir plus de richesse dans les échanges. Et donc, ça permet, au-delà du fait d'aller plus vite, au-delà du fait d'être plus efficace, ça nous permet aussi de mieux anticiper les tendances de marché. Par exemple, la hausse des coûts d'acquisition. Si on la voit venir longtemps avant, finalement, on est un peu dans le délit d'initié puisque on sent le vent tourner et on peut tout de suite prendre les mesures ou en tout cas se mettre en ordre de bataille pour commencer à venir pallier cet effet de marché qui va venir se confronter à nous dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Le problème de la réactivité, je pense qu'on le connaît tous, c'est que quand on est trop attentiste ou quand on n'arrive pas justement à avancer dans la bonne direction, on se prend les pieds dans le tapis comme je le disais, sauf que c'est pas juste se prendre les pieds dans le tapis et se faire très mal au nez en fait. Souvent c'est se mettre en difficulté financière, c'est se mettre sous stress, c'est passer des mauvais week-ends, ne pas dormir la nuit et ainsi de suite. En tout cas, moi c'est ce que ça me faisait avant de trouver les bonnes méthodes. Donc vous voyez, la méthode déjà ça va être de réussir à découper votre marketing digital selon les 6 piliers pour le regarder avec un regard qui est beaucoup plus 360 comme on disait à l'époque, mais le problème de 360 c'est que c'est un terme qui était galvaudé, mais au moins ça va vous permettre d'avoir les bonnes antennes aux bons endroits. Et si vous arrivez à réunir une équipe de profils T-shape justement qui sont pas les plus simples à trouver, pas les plus simples à former, vous avez déjà une grosse longueur d'avance sur vos concurrents qui vont déjà mettre du temps avant de se rendre compte qu'il y a un problème. Ou alors qu'ils vont jongler d'agence en agence parce que en fait ils travaillent déjà avec 3 agences différentes, que chacune se renvoie la balle et ainsi de suite. Et ça va créer du bruit, ça va créer du flou et c'est ça qui fait aussi que certaines marques perdent énormément de temps. Donc j'avais prévenu que ce serait du travail. On a les 6 piliers, on a les T-shapes qui vont être les personnes qui sont aptes à utiliser cette méthode des 6 piliers. Et si vous voulez simplifier votre quotidien, il y a aussi ce que j'appelle les 3 niveaux de gestion qui vous permettent de mieux comprendre comment vos actions vont interférer et surtout de mieux programmer les tâches. Donc les 3 niveaux de gestion, c'est simple. Ça va être d'abord la brique Think, donc la façon stratégique de voir les choses. Là, on se donne une direction à 1 an. On se dit, OK, aujourd'hui, c'est le point A. Dans 1 an, c'est le point B. Comment on y va? Et c'est la vision stratégique qui va ensuite déterminer la direction qui est donnée par le 2e niveau qui est un peu plus concret, qui va être le niveau du build. Le build, typiquement, ça va être de la gestion de projet. Qu'est-ce qu'on met en place pour arriver vers notre objectif? Donc le Think, ça nous donne la vision. Le build, ça nous donne la direction. Et enfin, le dernier niveau, qui est celui sur lequel trop souvent les gens s'arrêtent, ça va être le run. Le run, c'est quoi? C'est la gestion courante et c'est le daily business, c'est les choses qui vont avoir un faible impact sur le long terme mais qui ont un impact très fort sur le court terme. Donc entre guillemets, on peut pas y couper. Ici, on va retrouver les optimisations quotidiennes, hebdomadaires ou autres que vous pouvez faire sur chacun des 6 piliers mais qui va pas être game changer sur la suite. Vous ne créez rien de nouveau, juste vous restez en gestion de l'actuel, ce qui est déjà hyper important parce que finalement, vous avez besoin de financer le business aujourd'hui aussi. Le principal problème du run, c'est que vous allez être souvent en réactif, alors que sur les 2 autres niveaux, donc le build et le think, vous allez commencer à être proactif et vous commencez à reprendre un peu pied sur votre marché. Alors que si vous passez 90% du temps en run, vous subissez ce qui se passe en termes de chiffre d'affaires, en termes de comportement client, en termes de mise à jour X ou Y sur Meta ou en SEO, bref, vous êtes réactif. Pour autant, on ne peut pas prédire le marché, évidemment, mais c'est important de bien doser son effort entre le run et les éléments qui vont être un peu plus lointains, ou en tout cas qui vont avoir des effets à 1 mois, 3 mois, 1 an, et c'est comme ça que vous vous voyez avancer comme une marque. Et ça ne doit jamais empêcher les réorientations, les changements de stratégie qui peuvent arriver à cause tout simplement de changements d'actionnaires, ça peut arriver, qui peuvent arriver parce qu'il y a un retournement de marché, il y a un pivot sur l'entreprise, bref, il y a plein d'éléments qui peuvent arriver, le tout c'est d'y être bien préparé, de bien réfléchir et de voir comment ça se décline en dehors de la salle de réunion. Je vous donne un exemple, par exemple avec les mini-mondes qu'on a accompagnés depuis octobre 2022, il y a eu énormément de changements et c'est normal qu'il y ait du changement. Pareil pour les différentes marques qu'on a pu accompagner, les écosystèmes changent, les objectifs d'entreprise changent et c'est normal d'être agile. Le tout, c'est que justement, grâce à la méthode, ça vous permet de comprendre et de rétro-ingénierer justement les objectifs business qui peuvent se passer dans un comité de direction et de voir en quoi ça va se traduire en objectif marketing puis en objectif de campagne le plus rapidement possible. Parce que souvent, ce qui va créer
créer de la latence, c'est ce délai de traduction, ce délai d'interprétation entre les objectifs business, les objectifs marketing et les objectifs de campagne au sein des 6 piliers. Donc une fois que vous avez en poche la méthode des 6 piliers, que vous avez compris comment subdiviser votre service marketing et en tout cas avoir une vision objective de la chose, vous avez ça d'un côté. Vous avez soit vous-même le profil T-shaped marketer, soit vous avez une équipe de T-shaped, justement ces personnes qui vont pouvoir décortiquer les 6 piliers de la bonne manière pour comprendre où est la contrainte qui vous empêche d'aller au niveau supérieur avec votre marque. Et vous raisonnez sur les 3 niveaux de gestion dont on a parlé, le sync, le build et le run. Normalement, une fois que vous avez ça, si vous prenez le temps de faire cette bonne photo, cette photographie du point A d'où vous partez, et que vous avez clairement en tête la vision, donc le point B vers lequel vous voulez aller d'ici un an, normalement, en regardant tout ça, généralement, on soulève de la poussière, on voit qu'il se passe des choses en dessous, et on identifie assez facilement la contrainte. La contrainte, c'est quoi? La contrainte, c'est l'élément principal qui va bloquer votre business. Donc vous avez tout un socle de fondamentaux au sein des 6 piliers dont vous avez besoin, qui vont être, on va dire, le minimum vital pour un e-commerce. Donc ça, il faut être sûr en tout cas d'avoir les bons fondamentaux. Et ensuite, surtout ce qu'on va venir ajouter au-dessus, vous allez avoir normalement une contrainte qui s'identifie plus ou moins facilement selon la maturité de votre entreprise, selon la clarté de vos données et surtout la clarté que vous allez réussir à donner à vos données. Mais c'est vraiment cet exercice-là qui est beaucoup plus game changer que de passer son temps à cocher des nouvelles cases ou à lancer des nouvelles PMAX, que ce soit des PMAX feed-only ou de lancer des nouvelles campagnes d'email marketing sans aucune stratégie, parce que ce n'est pas ça qui va avoir un impact à long terme sur votre marque. Ce qui va avoir un impact à long terme, c'est de comprendre le plus gros blocage, de comprendre ce qui a le plus gros effet de levier pour votre marque et de mettre le plus d'énergie possible dessus. Le problème, c'est que la notion d'audit, elle va être galvaudée parce qu'il y a énormément d'agences, que ce soit surtout en SEO et en Google Ads, beaucoup d'agences qui vont faire des audits gratuits pour essayer de vendre leurs services en allant pointer ce que faisait mal l'agence en place. Pourtant, à la base, le terme d'audit, il est bien, c'est ça, c'est on audite quelque chose, on regarde ce qui se passe. Donc il faut passer outre cette notion d'audit et se faire parfois un auto-audit ou un auto-diagnostic si vous préférez. Ça va être le premier frein qu'on va avoir en général. Et l'autre frein qu'on va avoir à ça en général, c'est une impression d'immobilisme. On a l'impression que dans l'action, on est beaucoup plus efficace. Et que si on se pose pour faire ce diagnostic, on ne fait rien. En fait, non, vous ne faites pas rien. Vous faites un diagnostic. Et déjà ça, c'est important parce que ça va vous permettre justement de savoir où mettre les actions dans le bon ordre, avec les bonnes ressources et au bon endroit. Donc gommez tout de suite de votre esprit le fait qu'un audit c'est mal et le fait que c'est de la procrastination. C'est absolument pas ça. Si vous prenez 6 mois à faire un audit, là effectivement je vais vous dire qu'il y a un problème, mais si vous prenez même 1 semaine ou 2 semaines dans la vie de votre marque, c'est pas grand chose. Et pour l'avoir fait plusieurs fois quand j'avais des plateaux de croissance, ça m'a toujours servi parce que à chaque fois je trouvais et je débloquais quelque chose qui me permettait d'aller au niveau supérieur. Et si cette méthode elle m'a permis de casser des plafonds quand j'étais sur une croissance entre 2 et plus de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est qu'il y a peut-être quelque chose dans la méthode qui marche et qui vaut le coup d'être essayé en tout cas. Et si c'était pas suffisant pour vous dire tiens il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, dites-vous qu'il y a plus de 50 clients qui ont essayé la méthode aujourd'hui et qui en sont très contents. L'avantage étant aussi que ce framework il est universel, c'est-à-dire qu'on l'a mis en place pour des entreprises qui sont aux Pays-Bas, en Allemagne, aux États-Unis, au Canada et même en Estonie, et à chaque fois c'est le même constat et c'est les mêmes résultats qui arrivent derrière. Si vous voulez aller plus loin dans la structuration de votre marque e-commerce et que vous êtes vraiment sérieux à ce propos, vous pouvez aussi en parler avec un consultant de mon équipe chez Make Sense for Digital. Il n'y a pas de commerciaux, c'est toujours des vrais consultants qui vont vous répondre. Donc en parlant à ces consultants, vous allez déjà avoir un regard qui est plus clair, vous allez ouvrir vos horizons. Et pour reprendre le terme d'un client, ce qui compte c'est les inconnus, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui existent, on ne les connaît pas forcément et en fait une fois qu'on les découvre, il y a un horizon qui s'ouvre à nous. Donc pour aller plus loin, je vous invite à prendre un rendez-vous. Le lien il est juste dans le commentaire épinglé sous l'épisode. La disponibilité est pas garantie malheureusement et c'est soumis à éligibilité parce que malheureusement on ne peut pas traiter tout le monde. Il y a un nombre limité de clients qu'on peut prendre avec l'équipe parce que évidemment vous vous en doutez, ce profil de T-shaped marketer qui constitue l'ensemble de l'équipe Make Sense, c'est difficile à trouver et c'est très demandé. Et qui sait, en call vous vous retrouverez peut-être avec moi et on pourra tacler ensemble la contrainte qui bloque votre mix marketing aujourd'hui. On se retrouve de l'autre côté. J'espère que vous y voyez plus clair, que vous n'hésiterez pas à sortir de la zone de flou et à sortir des sentiers battus pour casser justement les plafonds qui viennent gangréner votre marque e-commerce. On se retrouve de l'autre côté. À très vite.